C'est impressionnant. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce puits? On a creusé 3 mois avant de trouver de l'eau. 3 mois. On savait pas si on trouverait. Mais finalement, on est tombé dessus. Ah, je suis vraiment fier. Tu peux être fier. Tu as travaillé dur, mais aujourd'hui, tu as trouvé de l'eau. Tu es l'homme le plus riche du village. J'espère revenir dans quelques temps et voir plein de belles cultures ici, avec l'eau que tu as trouvée. Le courage de Moussa a payé. Le puits lui appartient. Il pourra arroser ses cultures et subvenir désormais aux besoins de sa famille. Il mesure aussi sa chance, car si les tentatives sont nombreuses, l'eau vient rarement récompenser les efforts des cultivateurs. Voilà plus de 10 mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau à Dourou. La situation est grave. Amadou le sait et il convoque tous les sages du village sous la Casa Palabre, la fameuse Toguna. On palabre, assis sous un toit d'1,20 m. Impossible de se disputer au risque de se cogner le crâne au plafond. Je suis venu vous dire que la saison sèche n'est pas finie, mais que l'eau va manquer, c'est sûr. Il va falloir que vous priez les génies, sinon je ne sais pas ce qui arrivera. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maître de l'eau? Je suis conscient du problème. Sache que je vais faire tout mon possible pour faire venir l'eau. Je vais prier nos mots. Partir en brousse, faire un sacrifice. Les génies seront bons pour nous. Tu verras. Pour Amadou, comme pour tous les Dogons, seuls les génies, ces êtres impalpables, imprévisibles et foncièrement bienveillants, peuvent faire revenir l'eau. Au village, il y a partout des signes de la vénération portée à Nomo, dieu de l'eau et maître de la vie. À chaque recoin de porte, chaque trou dans la pierre, un masque, une statuette, porte les espoirs d'un peuple qui travaille autant qu'il prie pour voir, bientôt, ruisseler un peu d'eau. Il y a toujours un chiffre qui m'épate quand on parle d'eau, c'est que 70% de l'eau douce utilisée dans le monde sert à irriguer des terres agricoles. Mais parfois cette eau, on la gaspille. Voyez vous-même au milieu du désert du Wadi Rum en Jordanie. Ces canaux qui occupent toute la largeur de la vallée sur des centaines d'hectares. Mais à quoi ça sert? C'est incroyable, ces canaux qui ont été faits en plein désert. C'est un truc de fou, ça. En plein désert, une construction pareille. On dirait un immense jardin à la française, avec ses parterres et ses allées. Tu vois la maison, là? À quoi pensez-vous quand vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou c'est mal? Je pense que l'homme est capable de tout. J'apprends que cette folie est la propriété privée d'une famille régnante du Moyen-Orient. Riccardo Petrella avait raison. L'homme riche ne manque jamais d'eau. Je ne peux m'empêcher de penser qu'en France, nous nous comportons aussi comme des riches, des milliardaires en eau. Rien que pour se nourrir. Un Français consomme, sans s'en rendre compte, 4000 litres d'eau par jour. Pour un simple steak. Si on tient compte du maïs irrigué qui a nourri le bœuf jusqu'à mon assiette, il aura fallu 2000 litres d'eau. Un autre exemple, mon t-shirt en coton. Du champ de coton jusqu'à l'usine de tissage, sa fabrication aura coûté 7000 litres d'eau. Simplement pour notre courant électrique, il faut 400 litres d'eau par jour et par Français. Dans tout ce qu'on utilise quotidiennement, il y a des quantités énormes d'eau. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle.
Et pourtant, c'est une consommation qui est bien réelle. C'est fou ce qu'il y a comme eau par terre. Regarde, on est en plein désert. On dirait des marécages. Il y a un gâchis d'eau inouï. Oui, c'est important de le rappeler. Nous sommes au milieu du désert. Il n'y a pas de rivière et il n'y a pas de lac. Alors d'où vient l'eau qui permet de cultiver ces immenses surfaces? L'eau qui rend possible ces cultures se trouve sous mes pieds. C'est une nappe phréatique. Malheureusement, cette nappe n'a pas le temps de se reconstituer car elle est faite d'eau fossile, c'est-à-dire très ancienne. L'homme est en train de dépenser en quelques dizaines d'années ce qui a mis des millions d'années à se former. Mais est-ce que les Jordaniens ont le choix? Ils n'ont pas d'eau et ils importent déjà près de 97% des céréales qu'ils consomment. Ces nappes phréatiques qu'on gaspille partout dans le monde, on les pollue aussi. Et c'est surtout vrai à Gaza en Palestine, où le conflit avec Israël aggrave la qualité de l'eau douce. Gaza, une petite bande de terre étroite au sud-ouest d'Israël. Avec plus de 3200 habitants au kilomètre carré, sa population est une des plus denses au monde. Pompée dans la nappe phréatique polluée, 90% de l'eau distribuée au robinet est impropre à la consommation. Une catastrophe responsable de centaines de morts chaque année. Le docteur Younes Moguer livre ses résultats d'analyse. Les maladies sont véhiculées par l'eau du robinet. On trouve le choléra, la typhoïde. C'est le résultat de l'augmentation du taux de nitrate dans l'eau distribuée à la population. Compte tenu de l'augmentation de la population, Gaza ne parvient plus à retraiter ses eaux usées. À 2 km du centre-ville, voici ce qu'on découvre. Ici, sont déversés les égouts des quartiers nord de la ville. Seul un tiers des eaux usées déversées dans cette station d'épuration est retraitée. Ce que vous voyez là, c'est la partie visible de la pollution contenue dans les eaux usées. Après traitement, l'eau va directement dans le lac de l'autre côté. Malgré ce traitement, elle reste de très mauvaise qualité. Elle va ensuite s'infiltrer dans la nappe phréatique. Ainsi, les eaux souterraines sont polluées par la présence de nombreux produits chimiques comme les nitrates. Cette pollution a des conséquences directes sur la santé. C'est dans ce quartier très pauvre de Khan Younes que vivent Youssef, Majda et leurs 2 enfants. L'eau du robinet, même si on la donnait aux animaux, les animaux refuseraient de la boire. On n'a pas le pouvoir de changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour trouver de l'eau potable? Nous, on essaie juste d'éviter les problèmes. On achète les filtres, on s'approvisionne aux sources d'eau potable, alors que l'eau du robinet, on peut à peine l'utiliser pour se laver les mains et faire la lessive. Il y a quelques semaines, le petit Marwan a été opéré des reins. Ses pleurs et ses insomnies ont alerté ses parents. Mais Marwan n'est toujours pas tiré d'affaire. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'hôpital pour de nouvelles radios des reins. C'est le docteur Al-Bata qui devra l'opérer une 2e fois. Il souffre encore du rein gauche. Voici les calculs rénaux. Il s'agit de gros cailloux très durs. On ne peut les enlever qu'avec une opération chirurgicale. Ces calculs rénaux sont dus à la déshydratation et à la teneur en sel de l'eau distribuée à Gaza. C'est toute une génération de jeunes Palestiniens qui est menacée. De surcroît, la nappe phréatique surexploitée est envahie par de l'eau de mer. L'eau du robinet provient directement de cette nappe. Trop chargée en sel, elle provoque donc de graves insuffisances rénales. Plusieurs plans d'assainissement ont été imaginés par l'autorité palestinienne. À chaque fois, leur mise en œuvre bute sur le conflit avec Israël. La solution passe pourtant par la construction de nouvelles infrastructures. Il y a un projet qui devrait être financé par l'une des plus grandes ONG américaines.
Il consiste à installer des tuyaux pour approvisionner Gaza. L'eau viendrait d'une usine de dessalement construite ici, dans la bande de Gaza. Cette usine de désalinisation dont rêvent les Palestiniens existe, mais en Israël, à Ashkelon, à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza. Elle est capable de fournir 100 millions de mètres cubes d'eau potable par an. L'eau que consomme un Israélien sur 7 vient de cette usine. Même si cette technologie est très gourmande en énergie, chaque année 75 millions de litres de pétrole sont consommés ici, elle reste la seule solution envisagée pour sauver Gaza. Un peu de cette eau, environ 5 millions de mètres cubes, part chaque année vers Gaza, à titre humanitaire. C'est très insuffisant, car les besoins réels sont 10 fois plus élevés. Même avec la reprise de l'aide internationale, il faudrait plus d'1 milliard d'euros pour résoudre le problème de l'eau potable dans cette petite partie du monde. Sur la planète, une personne sur 5 n'a pas accès à une eau saine. J'aimerais vous rappeler qu'en France, les 2 tiers des rivières et des nappes phréatiques sont polluées. Mais nous, on a la chance d'avoir les moyens de la rendre potable. Nous sommes à Wadi Foukin, en Cisjordanie. Ce village me fascine. Il a été créé il y a 300 ans par 2 familles qui se sont entendues pour se partager l'eau et les terres. 300 ans après, il y a 1200 habitants et ils continuent à s'entendre pour se partager l'eau. Ce système a très bien fonctionné pendant 3 siècles. Aujourd'hui, ce village palestinien est menacé par le développement d'une colonie israélienne qui l'encercle. Les immeubles, les routes goudronnées empêchent l'infiltration des eaux et l'alimentation des sources. Mais il y a pire. Ces nouveaux arrivants déversent dans cette vallée cultivée une grande partie de leurs eaux usées. Regardez, vous pouvez voir par vous-même le développement massif de nouvelles constructions. Ces bâtiments font partie de la colonie juive de Cisjordanie nommée Bitalélit, qui s'agrandit sans cesse. Cette colonie recouvre la petite surface de réapprovisionnement des sources par des routes, des parkings et des bâtiments qui empêchent les eaux de pluie d'atteindre les sources. Mais pourquoi vous, en tant qu'Israélien, vous venez ici défendre les intérêts de ce village? Tout d'abord, je suis leur voisin. J'habite à 2 minutes d'ici. Et je suis hydrologue. Je me sens donc en devoir d'aider ces gens dans leur combat. Mais je pense aussi que nous sommes avant tout des êtres humains. Et nous avons donc le devoir de nous préoccuper des autres. D'autant qu'il n'est pas juste que certains n'aient aucun pouvoir sur leur futur, alors que nous vivons tous sur les mêmes terres. Je suis convaincu que ce n'est qu'en allant l'un vers l'autre que nous pourrons peser sur nos dirigeants et ainsi changer notre destin. Un simple conflit de voisinage, on pourrait le penser. Mais imaginez que ce problème se répète à une autre échelle, qu'il oppose non des villages mais des pays. Et vous trouvez réunis les ingrédients d'une possible guerre de l'eau. Et pourtant, si on le veut, on peut éviter le pire. Bonjour monsieur. Je vous présente Abou Mazen, mon ami, chef de cette communauté et respectable fermier du village de Wadi Foukin. Est-ce qu'il y a toujours autant d'eau ici ou est-ce que l'eau a commencé déjà à descendre? Est-ce qu'il y a moins d'eau qu'avant ou est-ce qu'il y en a toujours autant? Bien sûr qu'il manque de l'eau, à cause d'un problème clair. Les colons qui nous entourent ont fait exploser les montagnes pour y bâtir leurs habitations. Et c'est pour cela que nous avons 2 de nos 3 sources qui se sont taries. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de vendre vos produits aux colons? C'est vrai qu'ici, nous cultivons des aubergines, des concombres, des poivrons, du raisin et des arbres fruitiers. Mais pour ce qui est de faire du commerce avec les colons, nous ne leur avons jamais rien vendu. Nous n'avons d'ailleurs jamais eu aucun contact avec eux. C'est bien simple, nous ne les voyons jamais. Que pensez-vous du travail de Lior sur ce village?
Fabuleux. Je te remercie beaucoup, toi et tous ceux qui nous aident. Je te félicite. Merci, merci beaucoup.